Bon, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Je voudrais commencer par remercier Toth, qui est à l'origine un peu de cette conférence, par l'intermédiaire de ce livre, La destinée de la France, que je vais vous montrer ici, que j'ai lu et qui m'a vraiment emballé. Et l'auteur de ce livre est Fanchon. Voilà. Donc, étant en France, j'ai contacté Fanchon par téléphone, et puis tout de suite ça a accroché. Elle m'a dit « Ok, je viens à Auroville ». Bon voilà, elle est là pendant 15 jours, 3 semaines, et elle va nous offrir 2 conférences. Donc une, aujourd'hui, c'est sur le rôle de la France pour l'avènement de l'ère du Verseau. Et la seconde, qui va être le 26, donc dans une semaine, un petit peu plus d'une semaine, l'évolution d'Auroville et son rôle dans l'ère du Verseau. Je remercie Claude et Toth, puisque c'est grâce à eux deux que je suis ici aujourd'hui. J'en suis vraiment ravie. Et je vais essayer de vous présenter le mieux possible ce que j'ai réalisé, qui peut-être amener des éclairages importants dans l'époque que nous vivons. Et c'est vraiment le rôle de l'astrologie. Donc je suis astrologue, dans la même lignée, nous travaillons dans la même lignée, Toth, Emeraude et moi. C'est la lignée de 2 très grands astrologues du XXe siècle, Charles Vouga et Germaine Hollet. Et donc, vous avez l'habitude de cet esprit-là si vous avez contacté Toth ici. Et ma spécialité à moi, plus particulièrement, c'est de travailler sur les évolutions individuelles et les évolutions collectives, c'est-à-dire le lien entre les individus et ce qu'on peut appeler les générations et les collectifs. Donc ça, c'était le gros travail de Germaine Hollet, auprès de qui j'ai travaillé longtemps. On avait déjà écrit un livre ensemble sur la question des générations. Et justement pour Auroville, si ça vous intéresse, dans la conférence prochaine, je travaillerai plus particulièrement sur les différentes générations qui œuvrent à bâtir et à travailler, à construire ce qu'est Auroville au jour le jour. Parce que c'est extrêmement intéressant de voir les individus sous l'aspect de leur génération. C'est toujours un enseignement important. Donc, j'ai écrit plusieurs ouvrages, et dont un qui s'appelait Le Karma dévoilé, et puis en 2012, j'ai eu une pulsion d'écriture très forte, et je commençais à travailler sur les cycles et l'astrologie des cycles et des générations, justement pour montrer la place de chaque génération. Et puis c'était le mois de mai 2012, et il y avait les élections en France. Alors, est-ce que c'est cela? En tout cas, l'esprit de la France m'a parlé, et tout d'un coup, j'ai eu quasiment l'injonction d'arrêter de travailler uniquement en astrologie, qu'il me fallait faire le lien entre l'astrologie et l'histoire, et en montrant la cyclicité historique et comment l'astrologie peut permettre de lire l'histoire à partir de l'histoire de France. Alors, j'étais un petit peu étonnée, mais je me suis mise à l'œuvre, puisque j'ai écouté l'intuition, si on peut appeler ça une intuition, cette injonction qui m'était donnée de travailler sur la France. Et je me suis mise à travailler sur l'histoire de France. J'ai une formation de sciences de l'éducation, mais pas une formation d'historienne. Peut-être heureusement, parce que du coup, je n'ai pas fait un travail de compilation, je me suis laissée guider par l'intuition, et j'ai travaillé avec plusieurs historiens que j'ai rencontrés à mesure de mes travaux. Donc j'ai travaillé sur toute l'histoire de France depuis la préhistoire même, puisque la France est riche déjà à l'époque de la préhistoire. Et puis j'ai montré le lien, comment l'astrologie pouvait l'éclairer. Surtout, j'ai essayé de montrer le fil d'évolution dans l'histoire de France. Et en faisant ce travail, alors j'ai découvert en arrivant à Auroville, vous voyez, mon travail n'est pas achevé, je suis en recherche, comme vous tous, on est tous en recherche et toujours en évolution. Et quand je suis arrivée ici, Claude Join et Toth m'ont parlé du livre de Sri Aurobindo, de la compilation de textes de Sri Aurobindo sur l'avenir de la Révolution française. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai bien sûr effectivement épluché, étudié la Révolution française, mais cette citation est absolument extraordinaire.
Et je connaissais Sri Aurobindo, mais je ne l'ai pas du tout utilisé pour travailler ce livre. Et maintenant, je me rends compte qu'il y avait des clés également, mais enfin, j'avais avancé dans ce sens. Donc, ce sont des clés. Je me suis même demandé si je n'avais pas été inspirée grandement par l'esprit de Sri Aurobindo et de Mère dans ce travail, puisque, si vous voulez, il y a cette citation assez extraordinaire que Dieu prépare l'homme et le moment, et que sans l'homme, le moment est une occasion perdue. Sans le moment, l'homme est une force inopérante. Et l'union des deux change les destinées des nations. C'est-à-dire que le divin, l'orientation divine, si vous voulez, utilise les hommes qui sont efficaces et prêts à un moment donné, et l'un sans l'autre n'existe pas. Mais ça, c'est une définition quasiment de l'astrologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons quand nous étudions de l'astrologie? Nous travaillons la rencontre entre l'homme et un moment, et des différents moments de sa vie, et un moment... Et là, c'est cette citation, mais quand j'ai lu ça dimanche en arrivant. Donc, vous voyez, mais si je l'avais eu, je l'aurais mis en exergue de mon livre sur l'histoire de France. Mais enfin, j'ai essayé de faire un travail aussi pour les gens qui ne connaissent pas l'astrologie. Et je voudrais savoir qui connaît l'astrologie parmi vous. Ah oui, vous êtes nombreux, c'est bien. Donc voilà cette belle citation qui explique comment l'histoire, si on la voit d'une certaine manière, elle prend un sens tellement différent de ce qu'on voit la plupart du temps et de ce qu'on présente la plupart du temps dans les livres. Et d'ailleurs, Fernand Braudel l'avait supputé. Fernand Braudel, dans son livre sur l'identité de la France, avait dit il y a une cyclicité historique, il l'avait un petit peu cerné, mais il a dit nous n'avons pas les outils, nous, les historiens, pour trouver quel est le support de cette cyclicité historique. Le support, c'est l'astrologie. Alors c'est dommage, Fernand Braudel est décédé, sinon j'aurais bien été ravie d'aller le rencontrer, de lui dire écoutez, si vous voulez, on peut peut-être regarder et travailler ensemble. Mais il y aura peut-être d'autres historiens qui seront intéressés à ça. À ce moment-là, on voit l'histoire autrement, on la voit d'en haut. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de voir l'histoire de France, quelle était la trame, l'esprit qui guidait l'histoire de France. Vous voyez? Donc, voilà Jules Michelet, qui est un historien du 19e siècle, que vous devez connaître, enfin, et qu'on a beaucoup critiqué parce qu'on le trouvait beaucoup trop subjectif comme historien, disait « La France est le pilote du vaisseau de l'humanité ». Alors, c'est quand même tout un programme. Et je suis partie avec cette hypothèse qui, là, au fond, ça met d'accord tout le monde, hein, les historiens et les autres. Donc, la France est le pilote du vaisseau de l'humanité. C'est un petit peu grandiose, hein, mais on verra qu'est-ce que ça peut être. Et puis, cette citation de Alice Bailey dans La destinée des nations, alors Alice Bailey est inspirée par Djewalkoul, évidemment, qui disait que l'intellect français finirait par amener une révélation au monde sur la connaissance de l'âme, c'est-à-dire la France, le rôle de la France parmi chaque nation a son rôle. Hein. Ici, vous avez d'ailleurs l'esprit de mettre un pavillon par nation, et chaque nation a son rôle, et le rôle de la France serait de révéler au monde la gloire de l'âme. Alors, c'est quand même assez grand, hein. Alors, ensuite, la deuxième citation, qui est aussi, elle est prouver au monde le fait de l'âme, et surtout, si vous voulez, ce que je trouve assez intéressant, c'est le modèle de l'âme pourra être traduit par le génie de l'intellect français en termes compréhensibles par l'humanité, ce qui pourrait donner naissance à une véritable psychologie de l'âme. Alors, pour le moment, on connaît au niveau de psychologie de l'âme, à part la psychologie jungienne. Et avec Toth, on se dit que, en quelque sorte, l'astrologie qu'on travaille fait partie d'une psychologie de l'âme. D'ailleurs, dans les livres de Bailey, le livre sur l'astrologie fait partie de la psychologie ésotérique, n'est-ce pas? J'ai pensé que comme nous sommes en Inde et comme vous œuvrez justement ici tous à la croisée de différents courants et des différentes richesses des nations qui sont présentes, et puis dans ce grand pays, dans cette grande âme qu'est l'Inde, que c'était intéressant de voir quel est le rôle de la France et quel est le rôle de l'Inde. Alors, vous voyez comme c'est contradictoire. Le rôle de la France, c'est « je dispense la lumière ».
Et le rôle de l'Inde, je cache la lumière. Et c'est vrai que l'Inde a caché la lumière pendant de longs siècles, justement, de manière à la préserver tant qu'elle n'était pas recevable correctement, et qu'elle l'a distillée peu à peu. Elle a d'ailleurs commencé à la distiller à travers le christianisme. Mais donc, l'Inde cache la lumière tant que le moment n'est pas prêt. Et la France dispense la lumière. Le rayon de l'âme de la France, c'est le 5e rayon, c'est le rayon de la science et du savoir. Donc ça, c'est ce rôle sur la connaissance. Hein. Et le rayon de la personnalité, c'est l'intelligence. Donc vous voyez, on est toujours là dans le... Alors évidemment, on a la grande limite de la France avec ce rayon 3 de l'intelligence hein, au niveau de la personnalité, c'est le mental. Un mental extrêmement précis, extrêmement rigoureux, mais... Hello ? Mais très, comment dirais-je, qui empêche tellement d'émergence et qui reconnaît pas toujours très très bien qui ne laisse pas venir autre chose de plus au-delà, justement le supramental dont parlait Aurobindo. Pour le moment, quand on parle du supramental en France, c'est pas terrible, hein. Il faut en parler entre nous, mais oui, non, mais voilà, si vous voulez, je suis sans doute mieux accueillie de parler de ce dont je vous parle ici aujourd'hui qu'en France. Hein, vous le comprenez, le mental français dit non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, alors vous voyez, l'âme de l'Inde, le rayon de l'âme, c'est le pouvoir. Et donc il y a une force derrière l'âme de l'Inde qui est très très grande et qui a une... C'est le rayon 1, c'est vraiment la direction, la volonté, il y a une grande force. Et la personnalité, c'est l'harmonie par le conflit. Alors je vous laisse méditer là-dessus. Bon, c'est vrai qu'il faut connaître les rayons. Je ne sais pas si tout le monde connaît les rayons, mais... Qu'est-ce que ça veut dire, harmonie par le conflit? Ben, si vous voulez, il y a 7 rayons principaux, et donc je pense que je ne vais pas m'étendre sur les rayons. Si vous voulez, on en parlera plus précisément. On pourra rentrer dans le détail après. Ça veut dire que, si vous voulez, on trouve l'harmonie, mais à travers le conflit. C'est-à-dire l'harmonie ne se trouve pas sans s'opposer, se positionner, et sans que les deux termes, sans confrontation. Donc voilà le rôle de la France et de l'Inde. Alors aujourd'hui, je vais tenir le programme qu'a annoncé Claude, hein, parce qu'on l'a précisé avec lui et d'autres amis. Je ne vais pas vous parler de tout le livre hein, sur la France et sur tout ce que j'ai fait en astrologie, mais peut-être l'essentiel, c'est qu'est-ce que c'est que l'astrologie ? Parce que vous êtes nombreux à la connaître, on en fait, on la connaît, mais qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'elle se situe dans l'histoire des sciences? Par exemple, en France, l'astrologie, elle ne fait pas partie des sciences, hein, comme vous le savez. Alors, je pense qu'on a une explication, une compréhension de la difficulté actuelle de positionnement de l'astrologie, c'est que depuis le XVIIe siècle, les champs de connaissances se sont séparés. Il y a eu une division, une séparation, ça date à peu près du temps justement à la Renaissance, du temps de Kepler, Copernic, etc., et jusqu'à Newton. Elles se sont séparées, c'est-à-dire les sciences se sont séparées de leur part conscience. Et donc on a eu une formidable, on a eu par exemple la chimie qui est sortie de l'alchimie, hein, parce que au fond, la part conscience ésotérique inclut la part science exotérique, c'est-à-dire que l'alchimie n'était pas séparée de la chimie, parce que la chimie n'existait pas, mais la chimie est fille de l'alchimie, par conséquent elle est inclue dans l'alchimie. On a eu la métaphysique et la métaphysique qui a donné la physique, et c'est justement à la Renaissance Galilée qui a créé la mécanique. Et donc on est rentré à ce moment-là sous le paradigme de la mécanique, et donc sous le paradigme de vraiment tout à fait causal et de la physique mécanique. Donc la physique s'est séparée de la métaphysique. Pourtant Galilée était un métaphysicien également à l'époque, hein. Mais comme il a été un grand physicien, qu'il a créé la mécanique. Et que grâce à la mécanique qu'il a créée, on a pu avoir des lunettes, et il y a eu un formidable bond et élan de la science en Occident. Et pareil, l'astrologie, si vous voulez, c'est séparé de l'astronomie. Kepler était astronome, astrologue, il était les deux en même temps, et il se disait astrologue sans trop de soucis. Il a commencé à être inquiété, mais enfin ça commençait juste. Et donc la mathématique est sortie de la symbolique.
Donc vous voyez, on a eu, ça c'est la vision, l'ancien paradigme a d'une certaine manière séparé la science et la conscience. Sans doute, c'était le dessein divin, hein, c'était pas, il ne faut pas être contre cela. Si ça s'est fait, c'est que c'était le dessein divin. Et sans doute que c'était le dessein divin pour que la part exotérique puisse se développer. C'est ça qui a fait un développement considérable des sciences et ça a amené à Newton, à la gravitation, etc. et donc à tout le développement des sciences, particulièrement en Occident. Mais ça s'est fait par un arrachement de la part conscience et donc avec une problématique, c'est quand même très problématique. Nous en voyons maintenant la limite. C'est-à-dire que maintenant on ne peut plus uniquement rester de ce côté-là. Et grâce à Dieu, justement, depuis le début du XXe siècle, comme on le verra tout à l'heure, il y a une science qui met en défaut le rationalisme ambiant, c'est la physique quantique. Alors, grâce à cette science-là qui met en défaut la rationalité dominante, on commence à se dire, mais où est-ce que c'est pour ça que j'ai mis la physique quantique là, parce qu'on ne peut pas la mettre là uniquement. Elle est du côté de l'énergie également. Vous voyez ? On pourrait mettre d'autres catégories, mais enfin, ça, c'est l'essentiel. Le nouveau paradigme, justement, c'est... L'ancien paradigme, c'était une opposition. On oppose la science et la conscience, en quelque sorte. Mais non pas qu'on veuille faire de la science sans conscience, mais enfin, on les oppose. On dit, bon, voilà, chacun sera mieux gardé si chacun fait son petit travail dans son coin. Et donc, il n'y a plus de transversalité entre les sciences, il y a eu une pluralité des sciences et donc une sorte d'éclatement. Et en ce moment, les composantes le nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place grâce à la physique quantique en particulier, il est triple. C'est-à-dire, il est plus duel, en opposant le rationalisme et le spiritualisme ou la matière et l'esprit. Mais là, justement, on se rend compte que le nouveau paradigme, il est triple. Donc, il y a d'une part l'esprit ou le sens qui ordonnance et unifie tout le reste. Puis il y a ce qu'on peut appeler l'énergie, en science, en physique, c'est le sens qui ordonnance tout le reste. Puis ensuite l'énergie, et grâce à la célèbre formule d'Einstein, on sait que l'énergie est équivalente à la matière, grâce à E égale mc2. Et donc maintenant on sait qu'on a un paradigme triple, c'est-à-dire que d'une part on a de l'énergie entre les deux, le sens qui ordonnance tout le reste, et la forme qui est la cristallisation momentanée d'une énergie. Donc, on est dans un nouveau paradigme. Et alors c'est là que, grâce à ce nouveau paradigme, parce que tant que les deux n'étaient pas séparés, l'astrologie pouvait exister et était bien reconnue dans l'ancien paradigme, avant l'ancien paradigme. L'ancien paradigme a exclu l'astrologie. D'ailleurs, en France, l'astrologie a été exclue du Collège de France par Colbert, au XVIe siècle, donc brutalement, comme ça, en disant voilà, c'est plus correct l'astrologie. Et donc, elle avait plus sa place. Et maintenant, elle va retrouver sa place. Et c'est, en tout cas, l'astrologie que nous travaillons, pour notre part, c'est vraiment une astrologie qui travaille à 3 niveaux. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est qui correspond au niveau du sens en physique quantique, qui est le niveau de l'esprit, qui c'est la considération de la symbolique, des symboles et des archétypes, puisque ça c'est tout ce qui est vraiment comment dirais-je, tout le référentiel astrologique, qui est le ciel du zodiaque, qui est archétypal à tous les niveaux, archétypal numérique, archétypal symbolique, etc. Donc on a toute la symbolique et les archétypes qui sont analogiques au sens. Ensuite, je passe comme toujours, quand il y a 3 termes, il faut prendre le premier, le dernier, et celui du milieu, il se comprend qu'entre les deux. Le dernier terme, c'est l'astrologie et la science des cycles. La science des cycles, c'est sa part astronomie. Donc, c'est la science des cycles, c'est l'aspect temps, matière, forme. Et quel est le troisième terme qu'on oublie la plupart du temps quand on travaille dans les sciences? C'est que le troisième terme, c'est la conscience. Et qu'est-ce que la conscience? Il n'y a pas de conscience sans humain. Conscience individuelle, je veux dire. Donc, parce qu'évidemment, toute vie a sa part conscience, mais la conscience individuelle, le propre du 4e règne, le règne humain, c'est d'avoir une conscience individuelle. Et donc, qui est le porteur de conscience? C'est l'humain.
Donc vous voyez, l'astrologie, elle est une science subjective, c'est-à-dire elle parle à chaque être humain comme on rencontre avec ses moments, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc elle travaille à ces 3 niveaux, et donc elle correspond au nouveau paradigme. Alors espérons que de ce fait, elle pourra évoluer un peu plus harmonieusement. Mais la plupart de nos confrères astrologues, n'est-ce pas, ils ne voient pas qu'elle est triple comme ça, je trouve. Hein. Il me semble qu'on a fait une avancée de se rendre compte qu'il y a une correspondance avec le nouveau paradigme actuel. Alors donc, elle devrait pouvoir être inclue dans les sciences. Vous voyez, donc je le mis en triangle là, et les 3 composantes, on a les cycles, en bas, là, les cycles. Ensuite, les âmes individuelles et leur croissance, puisqu'il s'agit qu'elles croissent, qu'elles se libèrent de leur problématique karmique et qu'elles croissent et qu'elles répondent à leur dharma. Et ensuite, il y a tout le monde des principes, des symboles et des archétypes. Donc l'astrologie, elle a 3 dimensions. L'astrologie, elle correspond tout à fait au modèle humain, c'est-à-dire qu'un être humain maintenant, il est triple, il a une personnalité, une âme et un esprit, et donc étant triple, l'astrologie répond à la triple dimension de l'être humain. Enfin, une véritable astrologie de l'âme, évidemment, hein. Pas une astrologie événementielle. Les astrologies événementielles, elles restent au niveau de la personnalité. Donc vous voyez, c'est quand même ça, 2 niveaux de plus, c'est quand même pas rien. Et on travaille, si vous voulez, sur l'idée que l'être humain a un niveau de... On s'adresse à des êtres qui ont des consciences différentes, et donc des niveaux de conscience différents. Je sais bien que le niveau de conscience est un grand tabou, on n'en parle pas parce que c'est extrêmement délicat, mais chacun de nous, on a un certain taux vibratoire, un certain niveau de conscience, et quand on travaille comme astrologue pour des êtres humains, il faut essayer de comprendre à quel niveau d'être on s'adresse, et donc où on peut lui parler, comment on peut lui parler, qu'est-ce qu'on peut dire, de quelle manière. Alors pour autant qu'on soit suffisamment élevé soi-même, hein. On ne peut pas aller plus haut que là où on est soi-même. Mais parce que ça arrive, tout à moi, ça m'est arrivé d'être en présence d'êtres que je sentais certainement bien plus évolués que moi, mais je disais ce que je pouvais leur dire. Donc là, je travaille avec ce modèle, si vous voulez, grâce à la théosophie et Alice Bailey, je travaille sur ce modèle de la conscience en triple triplicité et 3 niveaux de conscience, le triangle de la personnalité, le triangle de l'âme et le triangle monadique. Et si vous voulez, je pense que si on essayait de faire des analogies avec le supramental d'Aurobindo, le supramental arrive à ce niveau-là dans la 2e partie vers le haut du triangle de l'âme. Voilà. Mais bon, encore, il faut à chercher, à travailler ensemble, à voir, mais ça devrait être à ce niveau-là. Donc ça donne des âges de la conscience, vous voyez. Et ça, c'est un tableau des différents âges. Et en fait, par rapport à l'âge de la conscience, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Bailey en parlait déjà dans le livre d'astrologie, Les 12 travaux d'Hercule. Elle parlait du 5e règne qui est allé. Et je pense que le 5e règne dont parle Alice Bailey correspond au règne du supramental dont parle Aurobindo. Vraisemblablement, c'est les mêmes sources, c'est les mêmes énergies. Donc il y a une partie des êtres humains qui sont arrivés à la conscience de leur âme, et qui étant arrivés à la conscience de leur âme, sont dans le 4e règne, bien sûr, qui est le règne humain, mais sont déjà accédés au 5e règne. Et la problématique justement que nous avons tous à ce moment-là, c'est que quand on est dans le 5e règne, qu'est-ce qu'on fait pour intégrer le 4e règne? Et comment on travaille? Et ça, c'est le grand défi de toutes les 2000 ans qui viennent. C'est comment aider, amener le 4e règne à avoir la conscience de son âme sans le brutaliser et sans le mépriser. Et ceux qui n'ont pas conscience de leur âme, on ne peut pas leur imposer comme l'Inquisition imposait ce qu'il fallait croire. Alors, on va rentrer dans le rôle de la France.
Donc, je pense que tout le monde sait ici, au moins ici, je pense, que vous savez que nous sommes en train de terminer l'ère des poissons, même si on ne sait pas quand est-ce que se fait la transition d'ère, parce que personne n'est tout à fait d'accord sur la transition d'ère, quand est-ce qu'on termine les poissons et quand est-ce que commence l'ère du Verseau. L'ère des poissons, quel était l'objectif de l'ère des poissons? Et ça, c'est pas inintéressant de se le rappeler. L'objectif de l'ère des poissons, c'était que tout être humain acquiert une conscience individuelle. Parce que ce n'était pas le cas avant l'ère des poissons. Il y avait des consciences de groupe, mais il n'y avait pas de conscience individuelle. Le but des poissons, c'était donc d'acquérir cette conscience individuelle. Et ça a un avantage, c'est-à-dire qu'on se désidentifie, on arrive à ne pas trop s'identifier à sa famille, à son ethnie, à son nation, etc., ou à sa religion, mais ça a un énorme désavantage, c'est qu'on se prend pour le centre du monde. Parce que quand on a une conscience individuelle, on termine le corps mental supérieur, et tant qu'on a une conscience individuelle seulement sans avoir la conscience de l'âme, on n'est que des égos et on est pris uniquement par sa personnalité. En même temps, il faut l'édifier, ce mental. Ça fait partie du but des êtres humains et du 4e règne humain. Donc, en fait, l'ère des poissons devait amener chaque être humain de l'humanité à une conscience individuelle. Alors, vous voyez, ce n'est pas tout à fait le cas encore. On a des restes des ères précédentes du bélier ou des consciences de groupe ou autres qui sont extrêmement fortes. Et quel a été l'événement source de l'ère des poissons, c'est le christianisme, en Occident en tout cas, mais on sait bien que le christianisme et les bases du christianisme viennent de l'Inde. Enfin, via l'Égypte et l'Inde, on sait aussi que la source de l'esprit du christianisme vient de l'Inde. Donc, en tout cas, l'événement source a été le christianisme. Et l'ère du Verseau, quel est son but? Alors, l'ère du Verseau, elle a un but, elle est effectivement de recréer l'unité humaine, c'est le but d'Auroville. Hein. C'est pour ça qu'Auroville a été créé, si je puis dire, et selon la volonté de Mère, d'amener à une unification de l'humanité. Donc ça, c'est le but du Verseau, former une humanité unie, malgré sa diversité, qu'elle soit fraternelle et solidaire, avec une exigence d'équité. Alors vous voyez, c'est énorme hein, comme exigence. Et quels sont les maîtres mots? C'est l'unité dans la diversité. Et en relisant Aurobindo, il explique beaucoup l'importance aussi des nationalismes qui sont que des passages vers l'unité. Mais c'est vrai on voit en ce moment se recréer des positions ethniques, des groupements religieux, etc. Ils sont sans doute peut-être pas aussi régressifs qu'on imagine et peut-être pas aussi accidentels qu'on imagine. C'est peut-être des passages vers l'unité. Il explique que pour aller vers l'unité, on a besoin d'abord, partant de soi, de se retrouver avec une unité de groupe quelque part, et puis pour aller dans l'unité humaine. Et Auroville, on pourrait dire que c'est un lieu d'unité déjà intermédiaire pour arriver à l'unité humaine. Donc voilà le but de l'ère du Verseau. Alors quelle est mon hypothèse? Ça a été, au début je ne l'avais pas en écrivant le livre, et puis en cheminant, quand je suis arrivée à la Révolution française et aux droits de l'homme, eh ben, je me suis rendu compte que en fait les droits de l'homme étaient, Michelet les appelle le credo du nouvel âge. C'est intéressant hein, comme terme, le credo du nouvel âge. Franchement, il était génial ce Michelet, c'était un être absolument exceptionnel. Je pense qu'il savait des choses qu'il n'a pas écrites et qu'il sentait des choses qu'il n'a pas écrites pour ne pas disqualifier son œuvre historique, mais il sentait les choses au-delà de l'histoire classique et événementielle. Donc, mon hypothèse, et maintenant, c'est qu'un événement source de l'ère du Verseau, c'est les droits de l'homme. Alors, je vais essayer de vous amener là-dedans. Ça vous dit? Ça va? Alors, je vais vous montrer très simplement le plan à partir de maintenant. C'est vous montrer quels sont les grands cycles historiques. Voir de plus près le cycle de 1399 à 1892, qui est un cycle de 500 ans de la Renaissance à la Révolution, parce que c'est un cycle d'exemple qu'on va pouvoir projeter sur le cycle futur. Ensuite, voir le cycle futur de 500 ans qui commence en 1892 et qui va jusqu'en 2369. Et on va au moins regarder les 150 premières années. On ne va pas projeter plus que ça.
Et puis ensuite, voir les différents cycles plus serrés qui sont à l'intérieur de ces grands cycles, qui commencent dans les années 60 et dans les années 90, qui vous concernent ici particulièrement. Et puis le rôle de la France et de chaque génération. Alors les grands cycles, c'est quoi? Alors déjà, si vous voulez, l'ère des poissons, elle commence à l'an 0 en quelque sorte, même si elle a dû commencer un petit peu avant. Et si j'essaye une ère dure 2160 ans. Et alors là, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, je vous donne la clé de ce schéma. C'est des cycles de relations de Pluton-Neptune. La planète Pluton a un cycle de 250 ans, Neptune de 172 ans. Et ensemble, elles ont un intercycle de 500 ans. Et cet intercycle, là, en bas, nous avons le début du cycle, ou ce qu'on appelle les conjonctions, le début de chaque cycle. Et en haut, on a les phases d'opposition de chaque cycle. Et là, je donne un peu des précisions pour les astrologues, excusez les autres, mais je pense que c'est important pour ceux qui connaissent un peu. Ici, vous avez le rouge des carrés, là, le sextile croissant, et là, le sextile décroissant. Voilà. Donc, il se trouve... Alors là, quand j'ai vu cette courbe, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à... Parce que normalement, on pouvait s'attendre à ce que ça fasse uniquement ça monte et ça descend. Si on fait une cyclicité entre un cycle sur la Lune-Soleil, si on le fait comme ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, c'est tout. Tandis que là, il se passe quelque chose d'étonnant, c'est qu'il y a pendant 100 à 150 ans, il y a une phase de plateau montant autour des sextiles, et il y a une phase de plateau descendant autour des sextiles décroissants, ou des 120 degrés. Hein. Voilà. Donc, il va falloir regarder plus précisément ces périodes-là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Petit clin d'œil, où en était la France avant, je vais prendre ce cycle-là, 1399 à 1892. Où en était la France à l'aube de ce cycle-là? Eh bien, vous voyez, la France n'était pas brillante. La France n'était pas brillante à cette époque-là, c'est-à-dire c'était juste cette goutte-là verte, vous voyez, toute petite, et elle était encerclée par tout cela. C'était des terres qui étaient qui appartenaient aux Anglais, soit qui étaient sous suzeraineté anglaise. Donc vous voyez qu'en 1154, la puissance anglaise étouffait la France, et qu'en bas il y avait le fameux comté de Toulouse, qui va redevenir d'ailleurs une seule région prochainement, puisqu'on va réunir les deux régions, et on reprend quasiment le même territoire, le Languedoc et Midi-Pyrénées. Et il y avait le comté de Toulouse qui aussi n'était pas sous suzeraineté vraiment du roi de France, et donc ça explique la croisade des Albigeois. C'est-à-dire qu'il fallait un petit peu agrandir la France et la sortir de l'étau anglais. Et donc en faisant, sous prétexte d'aller faire entendre une meilleure chrétienté au Qatar, on a fait une croisade, mais qui était ni plus ni moins qu'une volonté de prendre les terres et de les ramener au royaume de France. Enfin, je n'ai pas le temps de parler de ça aujourd'hui, on avance sur le sujet. Mais voyez, la France était vraiment encerclée. Alors, toujours on trouve, et j'ai vu que Aurobindo le remarque, c'est un immense historien finalement, un analyste de l'histoire extraordinaire. Il dit que toujours la France a eu à se confronter aux Anglais, que c'est ça qui lui a donné de la force. Alors, là en tout cas... Et peut-être vice-versa. Quand on regarde un seul cycle, de 1399 à 1892, vous avez donc le cycle Pluton-Neptune qui est là, et vous avez toute la phase de plateau qui est là. Et puis une autre phase de plateau descendant qui est là. Et alors c'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe quand on observe ce qu'il y a eu à cette époque-là? On se rend compte que la Renaissance a duré, on ne sait jamais, vous savez, la Renaissance, on dit toujours, en plus on ne numérote pas comme les Italiens, mais on sait que ça a enjambé plusieurs siècles, au moins 2 siècles. Et en fait, effectivement, la période de la Renaissance a duré 150 ans, là. Et alors quand on vit ces périodes-là, en fait c'est des périodes de plateau. C'est-à-dire que les moments où on vit ces périodes-là, on a l'impression que les choses sont lentes, confuses,
difficile, et que vraiment on n'arrive pas à grimper, quoi. On ne s'en sort pas, on piétine, on est encore pris par les paradigmes anciens, mais en fait c'est la phase finalement où, là il y a une espèce de chaudron en quelque sorte, c'est la phase où quelque part se prépare dans le chaudron, dans une sorte de chaudron, tout le nouveau paradigme. Et il sort brutalement, parce que vous voyez par exemple, on a l'exemple de la révolution copernicienne. Copernic a sorti son livre à cette date-là, et c'est 150 ans après qu'on a commencé à vraiment comprendre que la Terre n'était plus au centre du monde, mais que c'était le Soleil. Et que donc il a fallu 150 ans, donc vous imaginez toutes les générations qu'il a fallu pour prendre conscience de l'évolution du paradigme. Et à ce moment-là, de 1400 à 1550, on a eu un changement total de paradigme. C'est-à-dire qu'on a changé de système, on est rentré à un système héliocentrique. On a découvert le nouveau monde, on a découvert l'imprimerie, la pensée religieuse a évolué de façon extraordinaire, puisqu'on n'a plus besoin, on a vraiment commencé à être contre l'Église qui dominait sa domination, mais en même temps on a créé une autre domination d'une certaine manière à travers et il y a eu des guerres de religion assez épouvantables pendant ces 150 ans-là. Et puis il y avait des évolutions culturelles extraordinaires, et évidemment la plus belle évolution culturelle était en Italie. Et c'est ce que tout le monde allait chercher en Italie. Mais en France, d'ailleurs, via l'Italie, on a eu François Ier et Léonard de Vinci. Mais avant, je reviens juste à Jeanne d'Arc. Je vous laisse lire par rapport à la résistance aux Anglais, parce que vous voyez, cette jeune femme, elle est née en 1412, elle est morte à 19 ans en 1431, et en 2 ans, 3 ans, elle a créé la France en quelque sorte. C'est notre mère d'une certaine manière. Et j'aime bien la citation de Michelet quand il dit « Souvenons-nous que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a versé pour nous. » C'est beau. Alors ce qui est étonnant, c'est que Jeanne d'Arc est une héroïne universelle. Hein. Elle inspire des œuvres d'art dans le monde entier, de musique, de danse, de théâtre. Je dois dire, quand on parle de Jeanne d'Arc, tout le monde, c'est de qui on parle, quoi. Et donc vous imaginez une jeune femme comme ça, enfin, je n'ai pas le temps de... Mais l'équivalent, nous l'avons un peu plus tard avec De Gaulle, hein, quand même. C'est moins poétique, mais c'était nécessaire. Donc là, je revenais sur ça. C'est-à-dire, figurez-vous, cette Jeanne d'Arc, là, je me disais, j'ai pas le temps d'en parler, je l'enlève. Mais j'ai pas réussi à l'enlever, quoi. Et donc, je l'ai gardée. Il faut la garder. Oui, je crois. Hein. C'est une émanation mère. C'est ça. Ouais. C'est bien ce que... C'est drôle, j'ai pas pu l'enlever. Hein. Je l'ai enlevé, puis je me suis dit, ça va plus. Il faut la laisser. Merci. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé donc en France au niveau de l'art? Retenons Léonard de Vinci, évidemment, qui vient d'Italie, hein, qui était un grand maître. François Ier l'appelait maître et père. Et vous savez que tout le monde parle de la Joconde et qu'on représente la France avec la Joconde. Mais en fait, je pense que c'est ce tableau-là qui marque le plus fort et ésotériquement la France. C'est-à-dire qu'il a traversé les Alpes. Léonard de Vinci, il était déjà vieux et fatigué pour rejoindre François Ier qui lui a proposé de l'accueillir. Et il est arrivé sur un âne. Et il portait, c'était un autre âne qui le portait, mais enfin, il portait 3 tableaux. La Joconde, ce tableau-là, qui est la Vierge, l'Enfant et Sainte-Anne, et puis le Saint-Jean-Baptiste. Et celui-ci me semble très très fortement représenter la France, puisqu'on dit que c'est la fille aînée de l'Église, et que là nous avons une lignée, vous avez toute la lignée, la grand-mère, la mère de Jésus, et surtout elle s'appelle Anne et Marie, et ensuite à la Révolution française, la figure de la France sera Marie-Anne. Et donc, en fait, vous voyez, ça fait partie des choses que j'ai essayé de montrer comme marquant fortement la France. Pourquoi du monde entier on vient au Louvre regarder ces œuvres d'art? Parce que quelque part, ça porte l'âme de la France. Et c'est un don que Léonard de Vinci a fait à la France. Et au-delà, bien sûr, parce que ça représente la France, mais ce tableau représente bien autre chose et bien au-delà. Mais je trouve que c'est la représentation ésotérique.
Alors revenons à la Renaissance. Si vous regardez l'autre, on a parlé donc du changement de paradigme, et on vit sur ce paradigme-là jusqu'à... Tout ce paradigme va tenir jusque-là, mais il y a un autre chaudron de réflexion. Il y a tout le fameux siècle des Lumières qui est là. Et puis quand ça commence à descendre, on dirait que toute la réflexion du siècle des Lumières se jette dans la Révolution française. Et parce qu'il y a d'autres courbes évidemment et d'autres cycles qui sont à l'œuvre, et dont le grand cycle Pluton-Uranus qui est là, qui avait son pic et son opposition au moment de la Révolution. La première République française a une opposition Uranus-Pluton dans sa carte du ciel. Et donc, voilà, là. Et à partir de là, ça a précipité, donc tout ce siècle-là a donné son condensé de génie dans la Révolution française. Alors évidemment, on avait tous ces grands esprits qui ont porté assez haut l'intellect et la raison, et on était en train de changer de croyance, et on essayait d'amener des valeurs de liberté, de tolérance, et surtout on essayait de penser un monde, c'est là où vraiment il y a eu cette séparation très forte qui s'est faite. On essayait de penser un monde rationnel, ordonné, compréhensible, on essayait de le séparer du religieux. Et il y avait tout un combat contre l'ordre monarchique aussi qui était très présent. Donc le siècle des Lumières a été très très riche, et en fait nous sommes presque dans une époque assez similaire à cela, vous allez voir tout à l'heure. Et puis, subitement, l'événement majeur, j'allais dire la déflagration mondiale qu'a été la Révolution française. Et là, franchement, comment dire, les êtres sont arrivés. Il y a eu d'abord, ça s'est fait très très rapidement. C'est-à-dire qu'on peut dire les États généraux ont été convoqués en mai 1789, et il y avait les 3 ordres, comme vous savez, il y avait 1200 hommes, il n'y avait pas de femmes parmi eux, il n'y avait que des hommes, mais enfin il y avait 1200 hommes, et c'était tous des êtres de conscience qui avaient été dans le chaudron du siècle des Lumières et qui émanaient de tout cela, et ils sont arrivés là, se réunir au manège à Versailles, 1200 personnes qui se réunissent, et avec le public, le peuple autour, qui avait le droit d'assister au débat. Ça, c'est extrêmement important comme idée. Je pense que c'est quelque chose auquel il faut penser. On le fait encore à l'Assemblée nationale, mais ça n'a pas cette force que ça avait à l'époque. C'est-à-dire le peuple était là et écoutait ou faisait écho ou non, ou huait ce qui se disait. Donc il y avait le peuple de Paris était là, et il n'y avait pas que ces 1200 élites, si je puis dire, de la France qui étaient là en train d'essayer d'amener des idées, comme l'avait demandé Louis XVI. Et donc, regardez comme c'est extraordinaire. En mai, ils se réunissent. Le 14 juillet déjà, parce que l'ébullition moi je dis, ils étaient comme dans une sorte évocation, vous savez, énergétique, tous là, parlaient. Et là, déjà, il y avait le gros parleur de ces moments-là, c'est Mirabeau. Et Mirabeau, on venait l'écouter parce que quand il parlait, il disait des choses, enfin, puis sa voix portait, et puis il était emporté lui-même par ce qu'il disait. Et puis, regardez que dans le 4 août déjà, les nobles même abolissent les privilèges, et la Déclaration des droits de l'homme est terminée le 26 août. C'est énorme. Si on réfléchit, comment ont-ils réussi à aller si vite pour faire tomber tout l'ordre moyenâgeux, si je puis dire féodal, tout l'ancien ordre féodal, et pour arriver à amener les nouvelles valeurs dans le monde. Et donc, si vous voulez, je dirais qu'en 3 mois, la Révolution française était faite dans son essentiel, c'est-à-dire dans ce qu'elle portait comme valeur, et de nouvelles modes de gouvernance. Avec des êtres assez exceptionnels, parce que ce qu'on voit, là j'ai repris, alors ça aussi c'est quelque chose, j'avais pas préparé ça, mais je viens de le trouver dans le livre Sri Aurobindo et l'avenir de la Révolution française, et c'est exactement comme ça que je l'ai travaillé, et c'est pour ça que ça me fait une joie de retrouver ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit monter des figures les unes après les autres. Alors c'est vrai qu'on retient qu'ils ont fini par se tuer les uns les autres et qu'ils se sont envoyés à la guillotine, etc. Mais ça c'est pour la petite histoire. Mais pour la grande histoire, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire que pour la grande histoire, tous ces êtres-là, à un moment donné, le destin les a utilisés dans ce qu'ils avaient de meilleur, dans ce qu'ils portaient de plus grand et de plus beau, dans ce qui était attendu du moment.
Et Mirabeau, dit Aurobindo, a été l'initiateur. Ça, j'ai pas pu le dire dans mon livre, puisque j'ai parlé de Mirabeau, mais j'ai pas pu dire qu'il a été l'initiateur, j'avais pas lu. Et Danton, l'inspirateur, parce qu'effectivement, après Mirabeau, il a abandonné les idéaux révolutionnaires quasiment pour essayer de faire ami-ami avec Louis XVI. Et donc, il a presque trahi les siens, et d'ailleurs, les révolutionnaires l'ont bien compris. Et à ce moment-là, donc le destin l'a mis de côté et Danton est monté en avant et il est devenu le grand inspirateur. On peut dire que c'était le porte-parole de la Révolution. Lui, vraiment, en plus il avait une voix qui portait beaucoup et lui, il est la voix de la Révolution française, il est la voix de la France à ce moment-là. Et puis ensuite, quand il a essayé de dire à Robespierre, est-ce que ça suffit pas la terreur, est-ce qu'on pourrait pas arrêter et faire la paix des braves et arrêter cela, Robespierre, dans sa grande, comment dirais-je, il avait sa propre clarté, mais très entêté, il continuait dans ce qu'il voyait, il a continué, il n'a pas arrêté la terreur, il a continué, il a été jusqu'au bout, jusqu'à lui-même, donc Aurobindo dit qu'il a été l'exécuteur, alors je dirais il a été l'exécuteur à tous les niveaux, mais en même temps c'est un très très grand personnage parce qu'il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il soit là parce qu'il ne fallait pas s'arrêter, il fallait pas s'arrêter trop vite parce que c'est grâce à Robespierre que les armées de la France ont réussi à contenir toutes les monarchies européennes qui étaient aux frontières et qui voulaient absolument pas voir évoluer la Révolution et qui voulaient que le roi remettre une monarchie en France, quoi. Puis ils savaient qu'ils étaient tous en danger, que toutes les monarchies étaient en danger. Et puis alors Napoléon, Aurobindo dit qu'il a été le réalisateur. Alors, moi, j'avais comme source l'historien britannique Hobsbawm, qui est un très très grand historien qui a travaillé sur ces 3 siècles-là. Et pour lui, Napoléon est le semeur est celui qui a semé les idées de la Révolution en Europe. C'est-à-dire qu'en voulant contenir les armées qui jamais n'ont voulu faire la paix avec lui d'ailleurs, parce que chaque fois qu'il faisait une paix, ça ne tenait pas, donc il continuait toujours et il a semé la révolution en Europe, là où il a sans doute été un petit peu trop loin, c'est pour ça que le destin n'a pas été très gentil avec lui, en voulant créer un empire, parce qu'on ne lui demandait pas autant, quoi, d'une certaine manière. Mais en même temps, voilà, il a quand même amené, par exemple, toutes les principautés, enfin toutes les petites allemandes sont passées sous le code napoléonien. Et ensuite, elles étaient bien embêtées de revenir en arrière. Donc Napoléon a été le réalisateur de la Révolution française. Et pour revenir juste là, je vous disais que, voyez, en 3 ans, la Révolution, tout était accompli, parce qu'en 1792, le 20 septembre 1792, il y a eu la fameuse victoire de Valmy, où les troupes françaises ont fait peur aux Prussiens, rien qu'en criant « Vive la nation ». C'est-à-dire ils sont avancés dans la cuvette de Valmy, vers le moulin de Valmy, et avec Kellermann qui a lancé son chapeau sur son épée, qui a dit « Vive la nation », et toute l'armée s'est mise à crier pendant plus de demi-heure « Vive la nation ». Les Prussiens se sont dit « Avec des gens comme ça, on ne les battra jamais ». Donc ils sont partis, ils ont sonné la retraite. Mais ça s'est passé comme ça. Si vous voulez, voilà, à un moment, on se dit, mais les êtres étaient habités par quelque chose, voyez, parce que c'était une armée de conscription. C'était une armée de conscription, c'est-à-dire c'était le peuple de France. C'était pas les fils des nobles qui faisaient la guerre comme avant. C'était une armée de conscription et c'est la première grande victoire. Et Valmy date du 20 septembre et la Première République date du 21 septembre 1792. Alors pour les astrologues, voyez-vous, quand on veut vraiment travailler sur la France, on commence par travailler sur la Première République du 21 septembre 1792, et qui est un thème magnifique. Et en plus, vous savez qu'on avait refait un calendrier, le calendrier révolutionnaire, mais c'était un calendrier astrologique, complètement astrologique, puisqu'ils travaillaient par décans, ils les appelaient les décadis. C'était pas nous on dit les décans en astrologie. Et l'année commençait le 21 septembre.
c'est-à-dire aux équinoxes. Donc ils avaient repris, le décalage que nous avons actuellement est absurde dans les calendriers, on devrait revenir à ce calendrier révolutionnaire. Malheureusement, il a tenu que jusqu'à Napoléon. Et donc c'était l'an 1 de la République, 21 septembre 1792, voilà. Donc c'était les astronomes qui avaient fait ces calendriers, ils étaet astrologues. Enfin, c'est-à-dire qu'un véritable astronome, il est astrologue. Voilà ce que je dirais, d'une certaine manière. C'est-à-dire s'il est inspiré par l'esprit, eh ben, il se dit, c'est pas la peine de faire semblant, il faut quand même savoir ce qu'il y a derrière. Voilà le fameux Déclaration des droits de l'homme et le credo qui est le credo du Nouvel Âge. Et Aurobindo dit c'est le mantra. C'est beau, hein? C'est vrai que c'est le mantra de la France. Alors je trouve que voilà, le credo du Nouvel Âge et le mantra et avec évidemment cette devise, mais à ce moment-là, les révolutionnaires ils avaient dit la liberté, l'égalité, la fraternité ou la mort. C'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement déterminés et ils n'avaient pas peur de mourir. Ils étaient pris par leur œuvre. Voilà, donc là je vous l'ai dit. Alors ensuite, au XIXe siècle, c'est extrêmement fatigant. J'ai failli renoncer à travailler le XIXe siècle. J'y ai passé plus de temps à faire le XIXe siècle que tout le reste et j'aurais dû le laisser tomber. Mais en même temps, je ne pouvais pas. Hein. Mais je me disais, c'est pas possible. Mais franchement, c'est harassant parce qu'on a plusieurs régimes. Après le consulat et l'Empire, on a une restauration, une première restauration. Puis on a une petite révolution à nouveau. Et puis encore une restauration avec Louis-Philippe. Encore une révolution en 1948. Une deuxième république, mais qui n'arrive pas à tenir. Parce que savez-vous qui avons-nous eu comme président de la République à ce moment-là? Le Napoléon II. Enfin, comment il s'appelait? Le petit Napoléon, enfin il s'est instauré Napoléon après. Et à peine a-t-il été élu, alors la première élection au suffrage universel qui a eu lieu en France a eu lieu en 1948, oui. Et donc Napoléon Bonaparte a été élu président de la République. Et bien qu'est-ce qu'il a fait au bout de 2 ans? Il a trouvé que c'était embêtant de ne pas être plus et il a pris le pouvoir et il s'est instauré empereur. Donc, vous voyez, donc là, la révolution de 1948 a été trahie encore une fois, et on a eu le Second Empire qui a fait un certain travail, mais qui a été très matériel, très industriel. C'est le moment du Paris d'Haussmann, et on sait que le beau Paris d'Haussmann a écrasé beaucoup du Paris ancien, qui était peut-être un peu sale, mais qui était aussi assez riche. Et en tout cas, voilà. Et enfin, donc, pour montrer que à partir du moment où quelque chose est lancé, il faut du temps pour y arriver. Le premier vrai fonctionnement en République a eu lieu à la Troisième République en 1870. Elle a duré jusqu'en 1940. Donc enfin, si vous voulez, on peut dire que la première République stable en France n'a commencé qu'en 1870. Voilà, du 19e siècle. Alors maintenant, nous allons passer dans l'autre cycle, parce que le 19e siècle clôt le dernier cycle, et nous allons passer dans ce cycle-là, qui est celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il a commencé en 1892, donc à l'aube du XXe siècle, et la phase de plateau dure de 1939 à 2039, à peu près. J'ai retenu que 100 ans là, hein, mais ces 100 ans-là sont déterminants, donc nous sommes dans le chaudron analogique à la période de la Renaissance. Et d'ailleurs, beaucoup de chercheurs qui sont intuitifs, comme Michel Serres ou autres, disent « mais on vit une période comme à la Renaissance ». Oui, on vit une période comme à la Renaissance, mais encore plus importante, parce qu'on est dans le début de l'ère du Verseau. Et donc, non seulement on doit changer de paradigme, mais on change de paradigme non seulement pour 500 ans, mais pour 2160 ans. Donc, on est dans cette période-là. Et vous voyez qu'il y a les autres, il faut bien regarder qu'il y a les autres cycles, là, le cycle Uranus-Pluton, et là le cycle Uranus-Neptune, et donc il va falloir, on va faire un focus sur cette période et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors en 1939, j'y vais bien en tête, hein, parce qu'on ne va pas perdre du temps. Qu'est-ce qui s'est passé en 1939 ? En 1939, l'Allemagne rentre en guerre et
bon, c'est la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait c'est une seule et même grande guerre, hein, depuis 1914 d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui se passe du côté de la France? Du côté de la France, le 17 juin, Pétain signe l'armistice et fait l'appel de l'armistice, et dès le lendemain, De Gaulle à Londres fait l'appel du 18 juin. Alors maintenant, quand on dit De Gaulle à Londres fait l'appel du 18 juin, tout le monde dit « Ah oui, ça c'est vraiment De Gaulle, quel bonhomme !» Mais à ce moment-là, personne ne le connaissait. Il était, je ne sais même pas le grade qu'il avait à l'époque, il n'était pas connu, il a eu un mal fou à s'imposer. Heureusement, Churchill a senti qu'il avait affaire à quelqu'un de sa taille. Et Churchill l'a accepté, l'a laissé parler à la radio. Mais en fait, quand il a fait son appel, il était totalement inconnu. Donc il fait son appel le 18 juin. Et là aussi, il se passe quelque chose de très important entre son appel du 18 juin et le 27 mai 1943, où le Conseil national de la résistance se crée à Paris. Alors je vous explique rapidement ce que ça veut dire et pourquoi c'est si important. C'est que De Gaulle, il avait quasiment pas d'armée, il avait fait des appels, bon, comme vous devez savoir, ceux qui sont français ici, que il y a beaucoup de jeunes hommes, même des femmes qui sont partis le rejoindre à Londres, comme à l'île de Sein. Tous les hommes de l'île de Sein sont partis dès le lendemain. Alors personne n'a entendu l'appel, mais tout le monde en a entendu parler. Donc quand il y a des choses importantes, on les entend, on y accède. Quand la voix est forte, même si on n'était pas... Parce que d'abord, il n'a pas été enregistré cet appel. Donc quand on l'entend à nouveau, il est repris. Ils ne l'ont pas enregistré. Mais donc peu de gens l'ont entendu, mais tous l'ont... l'ont écouté d'une certaine manière et y ont répondu. Alors à ce moment-là, il y a eu vraiment les deux France. Très très souvent, on va trouver en France une division, un clivage entre deux France, comme la France monarchiste et la France républicaine. On va trouver, là c'est la France collaborationniste, hein, et évidemment elle est en majorité, même si c'est de la collaboration passive, et la France résistante, 200 000 hommes et femmes. C'est pas beaucoup, hein? Mais parmi les Français, des êtres qui ont aidé les résistants et qui les ont... Alors pourquoi c'était important la résistance? Je me suis posé la question parce que je me disais, mais 200 000 personnes et pourquoi on en fait tout un plat comme ça? Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à l'époque, grâce à De Gaulle, l'âme de la France n'est pas morte. Parce que si De Gaulle n'avait pas... D'abord, il a fallu deux choses. Résistance extérieure, appel à Londres. De Gaulle était à Londres. Il a fallu qu'il y ait une résistance intérieure. À l'intérieur, 200 000 hommes et femmes se sont constitués en réseau, comme ça, mais spontanément, comme le réseau du Limousin, par exemple, de Georges Guingouin. Il y a eu tout un ensemble de réseaux spontanés qui se sont créés et qui avaient une... Ils ne faisaient pas grand-chose, mais ils étaient là, ils résistaient, puis ils informaient la population. Et ils informaient la population qui était totalement désinformée par la propagande de Vichy. Et donc ils faisaient un travail de résistance intérieure fort. Et De Gaulle s'est dit, si je ne réunis pas les mouvements de résistance intérieure, je ne représente plus rien. Et donc, Churchill lui disait, et parce que les Américains préparaient, avec les Anglais, préparer le débarquement vers la France, et ils avaient prévu une administration provisoire de la France à mesure qu'ils rentreraient sur le territoire avec l'administration existante, c'est-à-dire avec l'administration de Vichy. Vous voyez, c'était quand même pas rien. Et donc, et alors c'est pour ça que Jean Moulin est une grande figure de notre pays, de la France, parce que c'est lui qui a unifié les mouvements de résistance. C'est grâce à sa volonté déterminée envoyée par De Gaulle et il les a réunis. Alors, qui c'était le CNR? C'était tous les anciens partis qui étaient non collaborationnistes, hein, ceux qui étaient contre le gouvernement de Vichy, tous les anciens syndicats et puis tous les réseaux de résistance. Mais certains réseaux de résistance, comme celui de Brossolette, qui va être panthéonisé prochainement, Brossolette était absolument contre qu'on y mette les anciens partis. Il était très très contre Jean Moulin et contre De Gaulle, d'ailleurs assez forte, même s'il travaillait avec lui. Mais en fait, il a fallu qu'ils se réunissent parce qu'à partir du moment où il y avait les partis et les syndicats, etc., les Alliés ont dit, bon, quand même, ça représente quelque chose dans la France. Donc la signature,
résistance extérieure plus résistance intérieure, ça a permis, si vous voulez, comme une bulle d'air à l'âme de la France de vivre et de ne pas, comment dirais-je, de ne pas mourir, quoi. C'est-à-dire parce que c'était la mort totale avec la collaboration de Vichy qui non seulement collaborait, mais en plus en rajoutait un petit peu. Et donc, De Gaulle, à ce moment-là, s'est dit, face à la terrible croix gammée, il faut que nous trouvions un symbole. Et il a demandé aux gens qui étaient près de lui de chercher un symbole. Et on lui a proposé la croix de Lorraine. C'est intéressant, la croix de Lorraine, parce que déjà, ça relie le fait qu'elle s'appelle croix de Lorraine, ça relie avec Jeanne d'Arc. Ensuite, la croix de Lorraine, quelle est la signification symbolique de la croix de Lorraine? En fait, de cette croix-là, c'est-à-dire que la première croix avec cette horizontale-là, c'est la croix de l'existence. C'est la croix de l'incarnation, c'est la croix de la souffrance de l'existence. La deuxième croix, avec la deuxième horizontale qui est là, c'est la croix au niveau du cœur. Et là, c'est la croix de l'âme. Dans la première, la croix de l'existence, la deuxième, la croix de l'âme. Et donc, en cela, De Gaulle a posé la France libre, c'est l'âme de la France ne pouvait pas mourir dès lors qu'il avait posé, il a sauvé l'honneur de la France. Vous voyez, quand on voit sur les monuments aux morts des résistants, ici ou là en France, quand on voit ils ont sauvé la France. Et depuis que je suis enfant, je regarde ça, je ne comprends pas, je me dis, mais mon Dieu, les pauvres, ils étaient que 3. Comment ont-ils pu sauver la France? Et j'ai compris le sens symbolique profond de « ils ont sauvé la France ». C'est-à-dire, tous ces êtres-là qui sont rentrés en résistance ont sauvé l'honneur et en quelque sorte, représenté l'âme de la France. C'est pour ça qu'après-guerre, De Gaulle s'est beaucoup fâché en disant « mais la France, il n'a jamais voulu s'excuser au nom du gouvernement de Vichy en disant « ce n'est pas la France ». Il a maintenu pendant très longtemps, tous les gouvernants après lui n'ont pas voulu s'excuser pour les exactions du gouvernement de Vichy, en disant que ce n'était pas la France. C'est vrai qu'au niveau karmique, c'était quand même la France. Mais De Gaulle, à ce moment-là, il avait raison, parce qu'au niveau karmique, ben oui, la majorité ont été là-dedans. Mais bon, quelques êtres seulement peuvent changer les choses, vous voyez, c'est extraordinaire. Voilà. Le programme du Conseil national de la résistance, je pense que vous le connaissez, mais si vous allez sur Internet et lisez-le, prenez le temps, c'est magnifique. Ça s'appelait Les Jours Heureux. Et donc, c'est vraiment, ça marque vraiment, c'est la suite de la Révolution, de la Commune, et tout était posé, quoi. Alors, on est en train de perdre ces acquis-là les uns après les autres, hein. C'est pourquoi Stéphane Hessel s'est indigné. Quand Stéphane Hessel a sorti son petit opuscule « Résistez, indignez-vous », alors là aussi je me suis demandé, mais pourquoi son opuscule « Indignez-vous » marche tant dans le monde entier, très peu, moins en France, hein. Quand même, oui, mais... Oui, c'est vrai. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans cet opuscule? Il y a juste les droits de l'homme, et le programme du Conseil national de la résistance. Vous avez tout là-dedans. On peut remettre le programme du Conseil national, on n'a pas eu le temps de le lire. Ah, oui, mais si je vous laisse le temps de le lire, on va partir dedans, hein. C'est extraordinaire. Allez le lire, vous faites programme du CNR sur Internet, il y est en entier. Il représente l'âme de la France en cela, vous voyez, c'est un être qui a compris l'âme de la France, et il parlait de résister, hein. Alors, d'ailleurs, il a participé à la création de l'ONU. Et vous voyez, ONU, c'est, je trouve, quand on le voit dans l'autre sens, UNO, c'est déjà presque un, c'est déjà l'idée de l'unité, hein, rien que le nom de l'ONU. Et ben, le 10 décembre 1948, l'ONU adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, le 10 décembre 1948, à Paris, à l'UNESCO. Vous voyez le lien aussi avec Auroville. Et alors, l'intérêt de ça, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est adoptée qui est enrichie par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution, c'est qu'elle pose, si vous voulez, un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, et elle le pose avec les moyens de l'enseignement, de l'éducation et du respect des droits et des libertés.
Et si vous voulez, c'est posé comme un idéal à atteindre par toutes les nations signataires. Et sur Terre, dès que la loi de l'énergie veut que dès qu'on dépose un projet, dès qu'on dépose une intention, dès qu'on la formule, on est tenu de la réaliser. C'est-à-dire qu'il y a une tension vers sa réalisation permanente. C'est la loi propre de l'énergie. Et par conséquent, les signataires, ils sont engagés par cette... Mais vous voyez qu'on est loin de... Normalement, tous les peuples signataires, mais on l'a posé comme un idéal commun, évidemment. Et ensuite, il y a le fameux mantra français, finalement, se retrouve là, puisque tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et ils sont doués. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est il y a marqué, ils sont doués de raison et de conscience. Alors vous voyez, on a passé un niveau au-dessus, parce que la raison, bon, ça va un peu, c'est bien la raison, il faut s'y tenir, mais il faut surtout prendre conscience que les êtres humains ont une conscience. Et là, je trouve qu'il y a une grande, grande avancée là, dans cette déclaration, rien que de parler des deux, de la raison et de la conscience. Et puis, l'esprit de fraternité qui est posé. Voilà. Alors, revenons à nos cycles, et où on en est maintenant. Alors, quel est le nouveau paradigme qui est en train de se... Si vous vous rappelez de la Renaissance, hein, il y avait tout un nouveau paradigme. Et quel est le nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place? Il y a depuis la découverte des radiations et de la relativité, avec l'équivalence énergie-matière, donc il y a eu tout un chamboulement de la science, j'ai commencé par cela au début, avec une vision triple. Et puis, avec David Bohm, on a vu que tout était interconnecté, que c'est le holisme, et que depuis 1996, on a trouvé le centre galactique. Il y a un trou noir, on l'a vu, et on peut dire qu'on est rentré dans un galactocentrisme, parce que maintenant, non seulement on sait qu'on est dans une galaxie, et qu'ensuite, tout cela se dirige vers un univers uni. Donc on est rentré dans un paradigme de l'unité, et par Internet, alors là, avant c'était l'imprimerie, vous voyez la différence, maintenant par Internet, tout le monde peut échanger avec tout le monde, c'est-à-dire c'est une interconnexion en étoiles, et c'est donc extraordinairement vivant pour chaque être et chaque conscience. Et puis l'évolution de la pensée religieuse. Mais évidemment, il y a des conflits. Chaque fois que la pensée religieuse évolue, il y a des conflits religieux. Donc je veux dire, les conflits actuels, il faut les voir à cet esprit-là, à ce regard-là, il faut les voir comme, non pas naturels peut-être, mais comme faisant partie de l'évolution de conscience. Et cette évolution, moi j'ai retenu simplement l'idée, chacun se relie à sa manière, chacun se sent relié au divin. Aurobindo disait que ça allait être la religion de l'humanité, la religion de l'humain, du un, certainement, mais comment on la formulera après, à voir. Moi j'ai marqué ça, j'avais pas encore lu et redécouvert Aurobindo. Et puis il y a eu toute la libération des mœurs et surtout l'égalité homme-femme quand même qui s'est accélérée au XXe siècle, en tout cas en France, en 1945 seulement, hein, pour la première fois les femmes ont voté en 1945. Et puis il y a toute une créativité individuelle et collective qui est là, donc on est dans ce changement de paradigme qui, je pense, est triple comme on l'a vu tout à l'heure. Alors on fait le focus sur le reste. Les valeurs, donc on voit qu'elles sont déjà là. Et qu'est-ce qui reste à travailler à la France? La France, elle doit mettre en pratique ces valeurs, hein, au niveau intérieur et au niveau de la francophonie. Est-ce qu'elle les met vraiment en pratique? Ça, c'est pas sûr. Hein. Ensuite, au niveau européen, elle a un rôle à jouer, dans le couple franco-allemand en tout cas. Hein. Et puis au niveau mondial, et puis moi je pense que Auroville n'est pas là par hasard, et c'est quelque part un centre d'énergie qui chatouille tout l'ensemble et qui sans doute questionne et amène peut-être des réponses, mais voilà, je l'ai rajouté parce que je pense que Auroville a été créé en partie par une Française, et donc il y a tout ça, il y a un lien. Donc est-ce que la France soutient Auroville? Oui, quand même. Mais enfin, la France devrait soutenir plus encore. Ensuite, alors quel type de crise nous vivons? On vit une crise de changement d'air, avec vraisemblablement comme événement source les droits de l'homme, mais on vit aussi une crise du début de cycle,
donc la phase de plateau que vous avez vue, et on vit une crise du cycle Pluton-Uranus. Alors c'est celui-là qui vous concerne particulièrement ici, qui nous concerne tous. C'est-à-dire que au sein de cette phase de plateau, nous vivons un nouveau cycle Pluton-Uranus depuis 1966, et donc qui a créé les événements que nous avons appelés en France mai 68. Et ce cycle-là arrive à ses premiers carrés entre 2012 et 2015. Et là, quand je travaillerai avec vous là, pour Euroville, ça concerne particulièrement Euroville, puisque Euroville s'est créé dans ce cycle, avec ce cycle-là, avec le début du cycle Pluton-Uranus. Et donc, il y a certainement une période de crise et de grands changements entre 2012 et 2015, c'est-à-dire c'est toujours une bifurcation et un moment où, avant justement de monter, vous voyez, d'aller vers quelque chose tout d'un coup, de prendre enfin une ascension. Mais il y avait toute cette phase de plateau. Et puis il y a une autre date, 93. Alors moi j'ai marqué 93, c'est le début du cycle Uranus-Neptune. Et on a vécu en Occident, en Europe, la création de l'Union européenne. 1er janvier 93. Le traité de Maastricht datant de l'année d'avant. Et je crois qu'ici, vous avez des choses qui se sont créées en 93, non? Il faut voir, il y a pas mal de dates de créativité. Mais voyez qu'on a deux grands cycles qui sont en train de vivre en même temps que celui-là qui est croissant. Donc, on est dans une période, ici, là, un véritable chaudron créatif avec un tournant décisif entre 2012 et 2015. Et donc, on devrait commencer à sentir qu'est-ce que c'est que ce décisif, qu'est-ce qu'on voit. Parce que dans le tournant, on sait ce qu'on quitte, on ne voit pas vers où on va. Puis à partir d'un certain moment, on commence à voir vers où on va. Et là, on devrait commencer à partir de 2015. Alors, mai 68 en France, que vous connaissez, et puis ici, je ne sais pas parler d'Euroville là, puisque je le ferai la semaine prochaine. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? La création d'Euroville. Ensuite, justement, c'est ce qu'on reverra par exemple pour Euroville, puisque Euroville dépend de ce cycle de 65-66 et complètement en synchronicité avec ce cycle. Il a les premiers carrés entre 2012 et 2015 et l'opposition en 2046-48. Et le dernier carré, donc vous voyez, il y a quelque chose de lent qui est en train de se faire, c'est un cycle de 138 ans. C'est pour à la fois savoir que, vous voyez, si vous suivez un peu ce que j'explique depuis le début, c'est que d'un côté les choses se passent de façon déterminante avec quelques êtres seulement qui sont en phase avec le moment et qui portent ce qu'il faut, les valeurs qui veulent naître à un moment donné. Donc quelque chose qui va d'un côté extrêmement vite et d'un autre côté, ça va très très lentement pour s'intégrer. Et ça, je crois qu'on ne se rend pas assez compte de la cyclicité aussi de nos vies. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre quand on fait de l'astrologie, n'est-ce pas? Il y avait 7 carrés, donc les 7 carrés. Le dernier carré, il est tout proche. L'avant-dernier, c'était le 15-12-2014. Et le dernier carré, c'est le 17 mars. Ah, c'est le dernier, hein. Le 7e, ouf! Ça va nous lâcher un peu parce que c'est pénible, hein, c'est fatigant. Ça travaille beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas essayé d'expliquer Pluton-Neptune, mais si on l'expliquait, le cycle Pluton-Neptune, il y en a un qui est le pôle moins, l'autre qui est le pôle plus. Et donc, quand il y a un cycle de 500 ans de Pluton-Neptune, il y a un cycle d'évolution de l'ombre à la lumière. Mais bien sûr, on n'arrive jamais à éradiquer l'ombre, hein. Mais donc, il y a un cycle d'évolution. Ensuite, Pluton, si vous voulez, c'est la planète, c'est le pôle Terre, c'est le pôle matière, le pôle qu'on peut appeler moins. Et Neptune, c'est au-dessus même du supramental, si on peut dire qu'il y a un au-dessus, c'est le pôle plus, c'est-à-dire c'est ce qui nous inspire, c'est les grandes vies qui sont au-dessus de nous, c'est la mer divine, c'est le ciel qui nous envoie dans sa coupe l'inspiration, donc c'est les grandes vies dans lesquelles on est inclus et qui nous envoient de l'inspiration. Et donc voilà le rôle de Neptune. Le rôle d'Uranus, voilà, vous l'avez là. C'est ce que j'avais dit, si certains veulent y venir plus près, je vous le remontrerai. Si vous voulez, on peut dire, si vous voulez, ça c'est avec quoi nous travaillons, Toth et moi et Emeraude. C'est avec cette grande triplicité qui est Neptune en haut, donc
qui est là, qu'on pourrait appeler le supraconscient. Pluton en bas, qu'on peut appeler le subconscient, le pôle moins. Et puis, au milieu, Uranus, qui est le transconscient. C'est-à-dire, c'est tout ce qui crée des modes, des événements. À un moment donné, quand partout sur la Terre, les êtres manifestent ou font quelque chose, c'est Uranus qui travaille. C'est-à-dire, c'est des consciences collectives, c'est des âmes collectives. C'est des âmes collectives qui se créent, qui sont des paliers intermédiaires. Alors, quand Uranus va être relié à Neptune, ça va créer, on va avoir comme idée on va avoir un idéal de civilisation. Et c'est avec ce cycle Uranus-Neptune que s'est créée l'Europe. C'est-à-dire c'est un idéal de civilisation, d'unité. C'est un cycle de 174 ans. Et quand Uranus va s'allier avec Pluton, en fait, si vous voulez, quand Uranus s'allie avec Neptune, Neptune dit à Uranus, allez, monte, hein, monte. Venez nombreux, montez en vibration, élevez-vous, arrêtez de stagner. Et quand Uranus s'allie avec Pluton, il faut descendre, il faut incarner dans la matière les choses, il faut transformer, il faut les incarner dans la matière, c'est-à-dire dans les formes, dans des réalisations, dans des actions. Et donc c'est extrêmement exigeant, parce que là on peut partir vers l'idéal, là, mais avec Uranus-Pluton, on ne peut pas. Et c'est le problème que vous avez à Auroville. C'est qu'à la fois, il y a un idéal qui est posé, qui est énorme, puisque c'est l'idéal du Verseau, c'est l'idéal de l'humanité, être unis. Mais c'est dans le cycle Pluton-Uranus. Incarnez-le d'abord et après on verra. Voilà ce que dit Pluton-Uranus. Vous voyez? Là, on en était début janvier quand je préparais ma venue ici j'avais trouvé pas mieux que cette citation d'Edoui Plenel dans Mediapart qui parlait d'une longue régression française parce que tout le monde, vous savez, on écrit des livres sur la France comme quoi c'est l'horreur, que vraiment, j'arrive plus à trouver, j'arrive même pas à me rappeler les titres des livres tellement ils me plaisent pas. Glucksmann qui a écrit un livre qui s'appelle comment? Le désastre français, non? Le déclin, enfin quelque chose comme ça. Voilà, on était dans le déclinisme et dans l'idée que vraiment la France n'allait pas bien, qu'on était, voilà. Mais Mediapart parlait d'une régression et qu'il y avait une idéologie inégalitaire qui était en train de gagner et que tout ce qu'on avait réussi à tenir et à sortir après la défaite du nazisme, on était en train de le perdre. Et puis, heureusement, Charlie est arrivé. Mais seulement, Charlie n'est pas arrivé sans misère. Hein. Voilà, ouais, c'est une façon de parler. Hein, mais rien n'arrive sans... Rappelez-vous la citation de Robineau au début. Hein, le divin se sert du bien et du mal indifféremment pour son dessein. Hein. Donc les êtres qui sont arrivés là et qui ont descendu les gens de Charlie Hebdo, ils sont animés par le divin. On ne peut pas dire autrement. Et donc là, il y a eu cette onde de choc planétaire. Alors là, ce qui se passe, ce n'est pas contre des tours jumelles qui est l'exemple de la domination des États-Unis et du commerce mondial, hein, du commerce mondialisé. Là, c'est 2 crayons. Alors c'est intéressant parce que c'est 2 crayons et c'est les Gémeaux aussi. Hein. Le Gémeaux qui est la communication, l'écriture, etc. Puisque le Gémeaux, c'est le signe de double. Voilà, donc ce dessinateur, l'onde de choc est arrivée. Et qu'est-ce qui s'est passé en France? La France a eu un réveil et avec elle, planétairement, les êtres ont résonné. Est-ce que vous êtes réunis ici? Vous avez défilé? Oui. Ah, c'est bien. Le 11? Oui. Et donc voilà, les gens se sont réunis à la République et ailleurs. Le mot d'ordre a été... Alors, cette idée de « je suis Charlie » est très intéressante parce qu'on est vraiment dans le « je suis ». Et si on ne regarde pas uniquement identitairement, parce que dans les manifestations, il y avait « je suis Charlie »,« je suis musulman »,« je suis juif »,« je suis flic », c'était extraordinaire. Et donc, c'est l'idée « je suis ». Vous voyez, donc on a vu les Français fraterniser avec les CRS, alors qu'en mai 68, on leur envoyait des cailloux. Et là, vous voyez, est ressorti vivre ensemble et regardez cette magnifique photo. On dirait la liberté guidant le peuple. Elle est belle, hein? Ouais. C'est à la République.
Alors la place de la République, qui était une place qui était un peu en déshérence, sauf par exemple quand il y avait des otages ou des choses comme ça, mais a été réinvestie par le peuple. Et maintenant, il paraît qu'on y met des bougies, on y met des... Et puis voilà, la République a été réinvestie. Parce que dans la République, il y a une idée d'unité, beaucoup plus que dans l'idée de démocratie. Dans la démocratie, c'est l'idée, voilà, tout le monde est bien libre, mais dans l'idée de République, il y a toujours une idée unitaire. Donc, il y a eu ce 11 janvier, et dans « Je suis », on a le sentiment de « Je suis l'humanité », en fait. Alors, je terminerai là-dessus, parce que j'aimerais bien qu'on garde quelques temps d'échange. Quel est le rôle de la France si on essaye de conclure ensemble? Donc, la France a une âme poisson et une personnalité lion. Alors, la personnalité lion de la France, c'est celle qu'on voit en premier, rapidement, fière, arrogante, égoïste, mais enfin qui rayonne et qui quand même, puis le lion est amené à se changer. Hein. Le lion, du lion rampant, doit devenir le lion ailé. Donc on a toutes les métamorphoses du lion à vivre quand on a une personnalité lion. Et il faut bien des fois avoir une personnalité lion créative, inventive pour créer. Et l'âme poisson, c'est toujours très duel. Parce que le poisson a comme maître Pluton et Neptune. Et donc, si vous avez vu le schéma avec Pluton en bas, Neptune en haut et Uranus au milieu, alors que, si vous voulez, avec Pluton, Neptune étant maître des poissons, on a une dualité énorme, c'est-à-dire on a des hauts très hauts et des bas très bas. Et c'est exactement ce qu'est la France, c'est-à-dire elle atteint subitement des sommets et elle descend très très bas par moments. Ensuite, elle a donné quand même ce mantra extraordinaire, liberté, égalité, fraternité, dans lequel tous les peuples de la Terre se reconnaissent, d'une certaine manière. Et je pense que son rôle, c'est de se mettre au service, parce que le service, c'est le Verseau, pour aller à l'ère du Verseau. Vous voyez qu'étant le poisson, elle n'est pas... Quel pouvait être son rôle dans l'ère du Verseau, mais en fait, le rôle du poisson, c'est de se sacrifier et de se dissoudre. D'une certaine manière, la France doit se sacrifier et peut-être même se dissoudre graduellement dans l'Europe pour que l'Europe soit unie. Mais il ne faut pas qu'elle oublie tous les héritages, toute la francophonie et tout le soutien qu'elle doit avoir. Donc, si vous voulez, la France, étant donné sa position géographique, ce que j'ai vu, que j'ai travaillé particulièrement dans le livre, c'est que c'est un pays en croix. C'est-à-dire qu'elle est au bout de l'Europe. Donc elle recueille toutes les énergies de l'Europe qui arrivent jusqu'au bout, jusqu'à la façade maritime, mais ensuite elle doit redistribuer vers la Méditerranée, vers le sud, vers la Mare Nostrum. Et donc elle a un rôle particulièrement important avec les pays du sud, l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Et vous voyez qu'en ce moment il y a un enjeu actuel pour l'Europe entre les pays du sud, donc qui sont chrétiens en fait, d'obédience chrétienne, et les pays du nord, qui sont beaucoup plus protestants et qui sont plus dans la rigueur financière et autres. Et la France, elle est la charnière entre cette Europe et l'Europe du Sud. Et moi, je sais que je piaffe quand je vois que la France ne soutient pas plus la Grèce. Et même encore, enfin je ne sais pas où ça en est, j'espère que ça va avancer, mais en ce moment on a eu ces événements-là très importants début janvier, et puis ça a été très vite. On a eu Charlie début janvier, puis les élections en Grèce le 25, et je pense que là on a ça va énormément bouger. Voilà, donc pour la France, la semaine prochaine, je suis prête à travailler avec vous sur l'évolution, très humblement, parce que qui suis-je pour parler de l'évolution d'Euroville? Mais c'est pour ça qu'avec Bhagwandas et Claude, on s'est beaucoup demandé le titre, comment on va l'appeler. Mais quand on est astrologue, on ne peut pas faire autrement que de parler d'évolution. Vous comprenez? Donc, c'est l'évolution que tout le monde fera ensemble, mais je vous propose de parler de ça la semaine prochaine. Et là, je suis prête à discuter avec vous et à échanger. Merci. Les ères sont déterminées par le cycle de précession des équinoxes.
Et donc ça c'est bien connu. Mais le problème, donc on sait que les ères durent 2160 ans, mais il faudrait connaître le point zéro. Quand est-ce que ça a commencé? Et le point zéro, on le suppute, mais il est à plus ou moins 200 ans. C'est-à-dire que si le christianisme est bien le démarrage de l'ère des poissons, donc est-ce que l'ère des poissons commence à zéro? C'est pas par hasard qu'on a mis que c'était le temps zéro en Occident. Mais est-ce que ça commence à zéro ou à moins 83 comme on a vu sur la courbe, ou à moins 150? Parce qu'avant que le Christ arrive, ça a remué. Hein. Donc aucun astrologue n'est d'accord sur le point zéro. Souvent, quand une ère commence, il y a un événement source et si vous voulez, on attend toujours, bon, il y en a qui disent le retour du Christ et des phénomènes comme ça, mais vraisemblablement, maintenant, avec le Verseau, ça sera quelque chose de collectif. Ça ne va pas être un être qui va descendre et venir. L'ère des maîtres est terminée. Le Poisson, c'était vraiment, on suivait des maîtres, mais avec le Verseau, on se maîtrise soi-même. C'est-à-dire, on devient le maître de soi-même, notre âme doit maîtriser toutes les composantes de notre personnalité et on doit créer un collectif Verseau parce que le Verseau c'est la croix fixe, c'est à la fois l'axe Lion-Verseau, donc être un individu centré et dirigé par son âme, donc maître de lui-même et vivant dans un collectif et l'enrichissant et au service de ce collectif. Et le collectif soutenant l'individu, voilà le Verseau. Et puis ensuite, il y a le Taureau-Scorpion pour y passer. C'est pas de tout repos de rentrer dans le Verseau. Hein. Il faut l'incarner dans le Taureau et puis il faut se transformer dans le Scorpion. Et Mère a lancé quelque chose. Hein, c'est ce qu'elle a travaillé elle-même. Comment dans son corps, c'est-à-dire jusque dans les cellules, elle a fait ce travail de descente dans le Scorpion, n'est-ce pas? Il y a toujours des mouvements contre et c'est l'ombre. C'est l'ombre de ce qui est en train de ce qui se passe là dans les crises avec les extrémismes actuels, c'est l'ombre de ces changements. Alors il faut qu'on trouve une manière, sans doute pas uniquement par les bombes. Hein. Oui. Ben j'en sais rien. Ensemble, peut-être on trouvera, mais d'abord en conscience, parce que je crois que plus on sera nombreux à se transformer, mais comme le disait Robindo, c'est bien beau de se transformer, on ne peut pas rester se transformer dans la conscience et prier pour que ça change. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? C'est ça. On ne sait pas. Moi, je trouve que la France a laissé tomber un des rôles importants et majeurs qu'elle avait, qu'elle faisait dans la coopération éducative avec tous les pays. C'est-à-dire, au lieu de vendre des rafales aux Égyptiens, on ferait mieux de leur donner des livres. Parce que, non, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ou bien vendons-leur des rafales s'ils en ont besoin, mais bon, et où en est de la coopération en Afghanistan, on me disait qu'on dépensait par jour des fortunes en armes, mais si on l'avait dépensé pour l'éducation, vous imaginez? Vous imaginez? Donc il y a bien quelque chose à faire. On va trouver, hein, mais on est prêts, et tous ensemble, il faut s'y mettre. Parce que là, si vous voulez, ces jeunes-là qui partent au djihad, ils ont besoin, ils sont comme les jeunes de 68, les jeunes de 68 dont certains sont peut-être ici, ils partaient venus en Inde, hein, et ils venaient voir vers un idéal. Là maintenant, il n'y a plus d'idéal. Le monde de la consommation ne leur offre ils n'ont rien, ils sont obligés de vendre du shit pour avoir un peu d'argent, un peu de pouvoir. Ils n'ont ils n'ont pas de pouvoir d'être, hein, parce qu'ils ne sont pas ou bien éduqués, mais même leur éducation ne leur sert pas. Voilà, ils n'ont pas de champ d'idéal. Et par conséquent, là, on leur offre un idéal, on leur offre un petit pouvoir, hein, c'est un pouvoir, le pouvoir de tuer, c'est un pouvoir. Hein. Et donc, on les reconnaît, on les accueille, on les reçoit. Voilà. C'est une jeunesse perdue qu'on a perdue. C'est la République qui l'a perdue pour la France. Et c'est tous les pays occidentaux, il ferait bien je sais pas, c'est du niveau de l'UNESCO. Il faudrait, à mon avis, c'est un grand travail d'éducation qu'il faut faire. Massif, et vite. Et leur donner un espace à ces jeunes. Parce qu'on leur donnerait des crayons comme armes, peut-être qu'ils les prendraient. Mais s'ils avaient un pouvoir avec ces crayons, ils n'en ont même pas. Vous croyez pas? Donc il faut qu'on se réveille vite. Il y a beaucoup de réseaux parallèles quand même qui existent en France et qui
entre guillemets dans l'ombre. Oui, mais les humanitaires maintenant, j'ai vu les humanitaires maintenant et les réseaux qui œuvrent, oui, mais ils sont en danger dans tous ces pays maintenant. Oui, mais je ne parle pas des humanitaires, je parle à l'intérieur même de la France. Oui. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de réseaux parallèles qui existent et qui œuvrent et qui fonctionnent. Oui, oui. Mais c'est vrai, on entend. Il y a une autre économie. Oui, il y a une économie solidaire. Parallèle, Oui. une économie par le troc, Oui. une solidarité qui existe vraiment. Et ça marche. Seulement, il faut y aller, il faut. Mais parce que, oui, voilà, déjà, parce que maintenant la transformation, elle ne peut se faire que par les groupes, elle ne se fera pas par le haut. Non, elle se fera par une conscience individuelle Ouais. d'abord et après en groupement, en Ouais. collectif. Mais ça c'est en train, de se faire, c'est en train de depuis 2012. déjà bien avant, je pense. Oui, mais là c'est... Mais les vrais, oui, la vraie force. Oui. vient. Oui. Et ce qui est intéressant avec la cyclicité, si vous voulez, c'est de à la fois se rendre compte que c'est lent, mais à la fois se rendre compte que tout ce qu'on fait est utile, peut être utile. Donc, au revoir. Merci Claude. Et rendez-vous au 26. Le 26 alors, hein, si vous voulez qu'on parle d'Euroville.